forces de sécurité, capacité et coopération internationale, qui sera modéré par M. Franz Duval, rédacteur en chef de Le Nouvelliste. Merci, à tout de suite et attention toujours au temps, et parce que précisément, il nous en manque. M. Franz Duval, la parole est à vous. Bonne continuation. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous pour cette conférence internationale sur l'insécurité en Haïti. Je remercie les organisateurs, l'Université Quisqueya et les institutions partenaires. Je félicite les intervenants qui, depuis ce matin, animent les sujets, enfin, traitent des sujets. Cela a été très intéressant. J'ai suivi beaucoup d'interventions. Nous allons aborder cet après-midi les forces de sécurité haïtiennes, capacités, limites et coopération internationale. Et il faut dire que depuis 1994, à un titre ou à un autre, Haïti reçoit, abrite, cohabite avec des forces internationales et sur son territoire. Cela a toujours été le cas, de petites forces, de grandes forces, des forces d'intervention, des forces d'appui, des forces de surveillance et aujourd'hui un bureau des Nations Unies qui a une composante de police. Et c'est pourquoi nous allons avoir avec nous Papa Samba Mboj, chef de la police des Nations Unies. Nous allons aussi avoir avec nous le commissaire divisionnaire Figaro Aurelius, qui représente le directeur général de la police, M. Franz Elbé, et également le général Jodel Lesage, commandant des forces armées d'Haïti. Alors, je vais rapidement présenter les panélistes. Le commissaire divisionnaire Figaro Aurelius est doctorant en droit. Il détient un master en criminologie à l'Université d'État d'Haïti, une licence en droit, un diplôme en sécurité publique, et un diplôme de gestion à l'Université de Sherbrooke. Il est de la 2e promotion de la police nationale d'Haïti. Il est instructeur depuis 2000. Il est à l'école de police et il est aujourd'hui le directeur de l'Académie nationale de police. Le général Jodel Lesage est de la promotion 1976 de l'Académie militaire d'Haïti. Il a aussi reçu une formation supérieure à l'école des officiers de gendarmerie à Melun en France. Il a gravi tous les échelons au sein des forces armées d'Haïti et aujourd'hui, il est le commandant en chef depuis 2017 des forces armées d'Haïti avec le grade de lieutenant général. Papa Samba Mboj, chef de la police des Nations Unies en Haïti. Et il est né à Dakar, il est contrôleur général de police, diplômé de la promotion 2001 de l'École nationale de police et de la formation permanente au Sénégal. Il a une longue carrière internationale et il est commissionné pour être chef de la police des Nations Unies en Haïti. Il collabore avec Haïti à travers du bureau BINU. Très vite, comme nous avons beaucoup de retard, je vais passer la parole aux panélistes. Je ne vais pas faire une très longue introduction, mais je vais tout simplement demander aux panélistes de répondre à 2 questions. L'état des forces dont ils ont la responsabilité ou dont ils sont représentants et des responsables, et qu'est-ce qui manque à leur bonheur, si on peut employer cette expression, pour que la force dont ils ont la charge ou la force à laquelle ils participent soit beaucoup plus efficace dans les années à venir. Bien entendu, ils sont libres de développer les thèmes qu'ils avaient préparés, mais j'aurais bien aimé que ces 2 questions soient répondues, l'effectif et ce dont on a besoin pour faire mieux. Je vais passer tout de suite la parole au commissaire divisionnaire Figaro Aurelius. Et je dis bonsoir à toutes et à tous, en particulier à M. Duval et pour sa présentation. Et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir été choisi pour représenter le directeur général de la police nationale d'Haïti, en l'occurrence M. Franz Elbé, le commandant en chef des forces de police, à cet événement crucial baptisé Conférence internationale sur la sécurité en Haïti. Je suis d'autant plus honoré d'être appelé à porter la parole parmi tant de voix autorisées sur l'insécurité, le bien collectif par excellence, sans lequel la vie en société, le progrès social et le développement sociétal ne sont que pure chimère. En effet,
si le psychologue américain Abraham Maslow, dans sa célèbre pyramide des besoins, place la sécurité en deuxième position, c'est parce qu'il en a reconnu la valeur inestimable. De ce fait, on comprend bien aujourd'hui cette détresse, ce grand désarroi dans lequel plongent les Haïtiennes et les Haïtiens face à la montée vertigineuse de la violence et de l'insécurité au sein de la collectivité. La peur du crime et la violence sont devenus maintenant des sujets tellement brûlants d'intérêt et d'actualité que tout le monde est obligé de s'improviser expert de la sécurité. C'est pourquoi cette conférence internationale revêt une grande importance, une très grande importance pour le pays, dans la mesure où la science s'invite au diagnostic et à l'analyse de la sécurité. C'est pourquoi aussi que aujourd'hui, nous espérons au niveau de la police nationale d'Haïti qu'il y aura une composition de toutes les composantes de la société, notamment les institutions de sécurité et celles qui y contribuent, comme la PNH, les Forces armées d'Haïti, les ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, les mairies, les délégations, la douane, l'immigration et l'émigration, les agences de sécurité, les institutions privées, les associations, groupements et regroupements de la société civile, bref, toutes les entités organisées généralement quelconques. Enfin, la sécurité, on ne cessera jamais de le répéter, on devra toujours le marteler, est une coproduction. Elle ne saurait être l'apanage des institutions armées, évoluant souvent en silo. Il faut cette communion, cette synergie entre toutes les entités du corps social. La PNH a besoin du support et de l'apport de la communauté pour lutter efficacement contre cette insécurité arrogante qui fait rage en Haïti. La sécurité, en fin de compte, pour répéter, pour parodier Frédéric Deméchery, ce n'est pas l'affaire de la police, ce n'est pas l'affaire de la justice, de la mairie, etc. C'est d'abord et avant tout l'affaire des habitants de la ville. Donc, mettons-nous ensemble pour pouvoir bien combattre l'insécurité au pays et redonner, tout en redonnant à nos institutions leur lettre de noblesse. Et monsieur le directeur de la police n'a pas prévu une intervention extrêmement longue. Cependant, nous-mêmes, en tant que représentants, nous pensons que cette courte intervention recèle en quelque sorte ce qui est censé faire ou être fait pour que nous puissions arriver à éradiquer, si ce n'est pas éradiquer, ou du moins arriver à donner à la population une chance de vaquer à ses occupations et à donner au pays l'opportunité de se développer, l'opportunité à ceux-là qui sont ici et d'ailleurs de se réunir pour pouvoir bien et prendre soin de nos progénitures. Je vous en remercie. Depuis ce matin, je suis avec vous. Je vais continuer à vous suivre. Et à ce niveau où le débat se fait, et des choses extrêmement importantes sont en train d'être dites ici et des notes sont prises. Et merci à vous toutes et à vous tous.
Et je remets le micro virtuel à M. Duval et pour la suite de la programmation. Monsieur Duval, le micro virtuel est à vous. Commissaire Aurelius, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention. Je vais vous revenir, mais je vais donner la parole d'abord au lieutenant-général Jodel Lesage. La question, c'est quel est l'effectif aujourd'hui des forces de police et idéalement, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour faire mieux votre travail? Mais je vous reviens tout à l'heure pour une réponse à ces deux questions. Je passe la parole tout de suite au lieutenant-général Jodel Lesage pour son intervention du jour. Eh bien, d'accord, nous sommes là. Merci, M. Duval. Et je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir également au commissaire Aurelius et également au recteur Jacques Lumac. Et je dois vous dire que j'ai longtemps hésité avant de prendre la parole sur l'insécurité aujourd'hui parce que c'est un sujet qui fait débat depuis plus de 3 ans. Et ceci tous les jours et même plusieurs fois par jour. Hein, on se perd en conjecture sur le problème qui est analysé sous toutes les coutures pour aboutir à des conclusions les unes plus pertinentes que les autres. Et on dit plus ça change, plus c'est la même chose. Et puis on se rend compte que cela va de mal en pire. Et il y a pas mal d'évidences qui sont, je dirais, notre lot avec cette insécurité galopante. Et pour ce soir, je maintiendrai à deux principales, par exemple. Que la population souffre terriblement de cette situation à travers ses filles, ses fils, hommes et femmes de tous âges, qui sont livrés à l'appétit sanguinaire des bandits. C'est évident aussi que même les agents de l'ordre ne sont pas épargnés par la férocité des bandits. Au point de voir que le peuple haïtien, aujourd'hui, 28 juin 2023, est livré à son sort. Plus des réponses apportées par nos forces de sécurité nationales. Vous me pardonnerez de considérer seulement le cas des forces armées d'Haïti, parce que la PNH est représentée parmi les intervenants. Donc, dans le cas des forces armées d'Haïti, il nous revient de parler de leur capacité, de leur limitation, de la coopération étrangère. En fait, de capacité, vous me permettrez de faire une approche juridique rapide. Parce que les forces armées d'Haïti tirent leur légitimité de la guerre de l'indépendance. L'armée de Toussaint Louverture ayant dû capituler face à l'armée expéditionnaire française, le général Jacques Dessalines, exploitant les réalités de l'heure, a su réaliser l'unité de commandement, chasser l'armée de Napoléon Bonaparte et proclamer l'indépendance d'Haïti. Voilà un fait indéniable. L'armée d'Haïti est génitrice de l'État d'Haïti. Grâce à cette action extraordinaire du général, nous pouvons aujourd'hui nous honorer, nous glorifier de cet héritage inestimable. L'institution militaire haïtienne est consacrée
par la Constitution de 1987 amendée. Donc, elle s'impose par l'histoire et par l'attachement fortement exprimé et renouvelé par la grande majorité des citoyens, particulièrement en cette période de crise multiforme, où leur sécurité est pour le moins précaire, vu qu'elle ne tient qu'à un fil. Le 18 novembre 2021, un officier supérieur des Forces armées d'Haïti avait cristallisé les déboires de la population par des larmes de révolte légitimes face au cynisme, à l'indifférence des uns et des autres, impuissants à fournir des réponses appropriées à l'insécurité. Ce qui nous amène justement à aborder l'épineux problème de nos capacités opérationnelles. À ce sujet, nous pouvons dire que nous disposons d'un effectif qui avoisine les 1500 femmes, qui théoriquement devrait nous permettre de mobiliser 3 bataillons tactiques, l'armement et l'équipement approprié. Nous sommes un embryon d'armée, mais nous existons. Malgré notre dénuement, nous faisons face à nos responsabilités. Nous résistons. Nous parvenons tant bien que mal à limiter les dégâts en dépit de nos très faibles moyens. En fait de limitation, les chiffres énoncés plus haut parlent d'eux-mêmes. Revisitons la mission constitutionnelle des Forces armées d'Haïti pour avoir une meilleure idée. Parce que d'après notre Constitution, les Forces armées d'Haïti ont pour mission de défendre le pays en cas de guerre, protéger le pays contre toute menace extérieure, assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, rester sur être motivé de l'exécutif, main forte à la police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche, aider la nation en cas de désastre naturel, participer à des tâches de développement. Alors, des questions pertinentes se posent. Quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour surveiller les plus de 1770 km de côte? Quels moyens seraient nécessaires pour contrôler efficacement les 380 km de frontières terrestres? Comment assurer la couverture aérienne de notre territoire? Soit dit en passant, on prévoit à moyen terme d'occuper le territoire national au moyen de 4 régions militaires: l'Ouest, le Centre, le Grand Nord et le Grand Sud. En matière de coopération nationale, de coopération internationale, l'Équateur a été le premier pays à se manifester. Et notre corps de génie a été le grand bénéficiaire. Ensuite vient le Mexique, avec diverses formations au Mexique et en Haïti même. Avec Taïwan, on a reçu une aide appréciable en équipement militaire. Le personnel officier enrôlé subit actuellement un entraînement militaire en Argentine. Le Brésil et la France ont manifesté leur intérêt, sans oublier certains pays du continent africain tout récemment. Ces signaux, quoique positifs, sont loin, mais bien loin de rassurer le peuple haïtien. Et pour cause, car de toute évidence, ils ne répondent pas à l'urgence de l'heure. D'un côté, les déclarations de bonnes intentions se succèdent, mais non suivies d'effets.
De l'autre, les officiels étrangers ne cachent pas leur hostilité vis-à-vis des institutions militaires haïtiennes. Résultat, aucune lueur d'espoir sérieuse, déterminante ne pointe à l'horizon. Une situation qui apporte de l'eau au moulin des gangs avec les conséquences que l'on sait. Haïti serait donc ce grand malade à qui on refuserait tout traitement à la mesure de son cas. Par ailleurs, à observer certains acteurs étrangers, on constate qu'ils ne souhaitent pas s'impliquer pour ne pas s'empêtrer dans le bourbier haïtien. La seule alternative valable, raisonnable, serait dans ce cas de fournir l'encadrement, l'armement et l'équipement nécessaires à nos forces nationales pour nous permettre de nous colter aux bandits. Mais voilà, une telle option ne semble pas les intéresser non plus. L'impérieuse obligation de prêter assistance à un peuple courant de graves dangers n'est, paraît-il, pas valable dans le cas d'Haïti. Alors, quoi faire? Comment faire? Je crois qu'il serait bon de rappeler ici certaines déclarations que nous avons faites il n'y a pas très longtemps, ou à l'occasion des célébrations du 18 novembre, où nous revelions notre attachement au peuple haïtien, notre mission vis-à-vis du peuple haïtien, notre responsabilité vis-à-vis du peuple haïtien. Par exemple, on peut noter dit faut que nous bien formés, faut que nous bien entraînés pour défendre le pays, pour nous toujours été collés avec le peuple là, pour nous toujours été dans le service du peuple là. Dans l'esprit virtuel, pour nous respecter seulement l'engagement nous, pour nous travailler avec le peuple haïtien, ou peuple haïtien. De plus loin, on avait rappelé également qu'on a besoin d'être grand clerc ou un expert pour réaliser que les limitations actuelles imposées à l'armée ont une incidence directe, très néfaste, sur la sécurité des Haïtiens, l'intégrité du territoire, la situation socio-économique du pays en général. Comme nous ne cessons de le proclamer, le peuple haïtien est notre raison d'exister. C'est pourquoi nous avons à cœur d'entretenir cette symbiose armée-peuple, peuple-armée, car notre survie réciproque en dépend. Ainsi de ça. Tout cela pour rappeler, pour dire, pour crier au peuple haïtien que nous sommes là, nous sommes disponibles. Alors, quoi faire? Comment faire? L'environnement hostile que nous connaissons aujourd'hui ne date pas d'hier. Il nous commande de nous en sortir, de nous prendre en charge, de nous donner les moyens moraux et matériels qui n'est pas au-dessus de nos forces. Récemment, l'association militaire haïtienne nous rappelait les mots célèbres du président estimé. Heureux mes comptes, payons les 5 millions. Alors, comptons d'abord sur nous-mêmes pour rester en vie. Je crois fermement que nous sommes aujourd'hui
en mesure de réunir plusieurs 5 millions pour nous permettre d'équiper notre police et notre armée. D'ailleurs, les organisations de la société civile ont déjà donné le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général. Comme le temps nous fait la guerre, on va passer tout de suite la parole aux représentants de la police et au sein des, enfin, le représentant de la police des Nations Unies en Haïti, Papa Samba Mboj. Merci beaucoup, M. Duval. Est-ce que vous voyez ma présentation en ligne? Tout à fait. Voilà, merci. Alors, je commencerai par saluer tout le monde et vous remercier pour l'intérêt que vous portez à Bunou, à ma personne, à la police de Bunou, de participer à cette importante rencontre qui, je crois, participera à vraiment donner des propositions de sortie de crise, surtout de propositions de retour de la paix et de la sécurité en Haïti. Malheureusement, je ne suis pas en Haïti, je suis actuellement au Sénégal en vacances depuis une semaine, mais j'ai tenu vraiment à participer, à personnellement contribuer à ce forum. Aujourd'hui, c'est jour de fête au Sénégal et nous avons sollicité des prières spécifiques pour le peuple frère d'Haïti. Donc, pour revenir à votre question sur les moyens, est-ce qu'on a les moyens pour faire notre travail? Mais je commencerai par vous dire que la police des Nations Unies, comme le BUNU, ont été créés en 2019. Et je vais articuler ma présentation en quelques minutes suivant ces 5 petits points et je tâcherai à respecter les 15 minutes que vous nous avez imparties. Donc, en premier, je parle du mandat de BUNU, évidemment, parce que nous sommes partie intégrale de BUNU. Je parle de l'unité de police et correction parce que la police de BUNU renferme en son sein une section correctionnelle. Je parlais de la mise en œuvre de notre mandat, des défis à relever et des perspectives enfin. Bon, je crois que la situation sécuritaire allait être vraiment détaillée par les 2 premiers intervenants pour camper un peu le débat, pour plus comprendre le rôle de la police des Nations Unies à côté de la police haïtienne. Mais bon, juste pour vous faire comprendre que le BUNU a été mis en place selon la résolution 2476, connue de tout le monde du 25 juin 2019, et les opérations, proprement dites, ont commencé en 2019. Et cette résolution a créé une unité de police qui renferme, comme je l'ai dit tantôt, une section correctionnelle et qui était destinée à travailler en colocation dans 5 sites qui ont été identifiés, que je reviendrai plus tard, à travailler avec la police nationale haïtienne. Le mandat de BUNU, il est connu de tout le monde. C'est de conseiller le gouvernement haïtien pour renforcer la paix, la bonne gouvernance, la politique, l'état de droit, la préservation en tout cas et la protection des droits de l'homme. Ça, c'est le mandat essentiel de BUNU. Mais, donc, comme je l'ai dit, c'était en 2019. Ce mandat a été prolongé en 2015, en 2022, notamment le 15 juillet. Et pourquoi ça a été... initialement, vous avez posé une question, est-ce qu'on a les moyens? Le premier mandat prévoyait une force de police de 30 conseillers de police. Mais compte tenu du contexte actuel, le contexte de 2022, marqué par une crise politique, économique, sécuritaire et humanitaire, les Nations Unies ont dû revoir en tout cas le mandat imparti à la police des Nations Unies. Parce que la violence les gangs avaient pris du terrain en Haïti. Ils ont commencé à menacer, en tout cas,
à s'approprier la métropole et à s'étendre un peu vers l'Artibonite. Les meurtres et enlèvements ont continué à prendre place au sein de la société haïtienne. Et comme je le dis encore, comme mentionné ici, le 24 avril dernier, nous avons vu un phénomène nouveau nommé Bois-Calais, avec comment il s'appelle, une violence communautaire, hein, et une sorte de soulèvement contre les gangs. Hein. Donc une violence généralisée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le Conseil de sécurité a jugé nécessaire de renforcer encore en effectif le personnel de la Bureau Police et Correction. Donc, ce qui lui a porté initialement de 30 à 42 éléments. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le renouvellement du mandat qui pointe à l'horizon, c'est-à-dire le mois prochain, le 15 juillet. Et je crois que aussi, compte tenu de la situation latente de l'insécurité, je crois qu'avec les différents développements qu'il y a eu dans le pays, je crois que le mandat de la police des Nations Unies sera révisé. Et certainement, on verra si les effectifs seront renforcés, si, en tout cas, le mandat aussi sera renforcé. N'oubliez pas que nous ne sommes pas... Notre mandat essentiel est un mandat de conseil et d'avis aux autorités locales et nous concernant à la police nationale haïtienne. Donc, nous n'évoluons pas sur le chapitre 7, nous évoluons sur le chapitre 6. Bon. Cela dit, le mandat, comme nous sommes en train de l'articuler, concernera l'unité de police et l'unité correctionnelle. Il consistera à renforcer les capacités de la PNH, donc suivant les collocations. Nous sommes avec les grands décideurs de la police, nous échangeons, nous collaborons en tout cas sur tous les aspects pour lesquels la police nationale haïtienne souhaiterait mettre à nos dispositions. Le général Hervé a toujours fait sienne le problème du manque de l'information, du renseignement. Le renseignement étant, en tout cas pour les forces de police, l'élément moteur, l'élément fondamental pour garantissant le succès des opérations. Ils n'ont pas de services de renseignement qui ont été formés en tout cas à faire face à ce type de situation. Nous avons pu, avec l'expertise des policiers des Nations Unies, à mettre en place une task force qui regroupe en son sein les techniciens de la police judiciaire, de la police administrative, du DRG. Et voilà, on a créé une sorte de brainstorming qui permet de mettre en place un embryon qui, je l'ai dit au général B, doit être une propriété nationale. Parce que le développement des renseignements doit être une affaire identitaire et nationale. Et là, j'ai toujours insisté sur ce domaine et je crois que ça a été compris de la part de nos collaborateurs de la PNH. Nous sommes en train de renforcer aussi les capacités opérationnelles sur le plan de la lutte anti-gang. Les Nations Unies on est en train de recruter, en tout cas à partir des pays qui ont une forte expérience de lutte contre les gangs, de faire venir des experts qui nous permettront au sein de la PNH de donner en tout cas des conseils qui leur permettront de juguler en tout cas ce phénomène. Les Nations Unies aussi participent au renforcement des mécanismes de contrôle de la PNH. Il est connu que le moral de la troupe souvent est vacillant. Il est connu qu'il y a beaucoup de bavures. Et pour cela, la police nationale haïtienne a besoin d'épurer ses rangs. Et nous avons mis en place un système ensemble. Ce n'est pas une création des Nations Unies, mais ensemble. Nous avons pu mettre en place des mécanismes et systèmes permettant de renforcer le contrôle, l'inspection et les vérifications des personnels. Récemment, le 1er juin, nous avons pu lancer le processus vetting qui a été une forte demande, tant nationale qu'internationale. Je crois que ça a été un signal très, très fort. Nous renforçons aussi la PNH dans le cadre du recrutement de ces personnels. Et il est connu que le taux de désertion
les désertions, comment il s'appelle, les incapacités au sein des forces de police a pris une mesure démesurée. Comment dire, a pris en tout cas, des pourcentages démesurés. Hein? Le programme Biden ne facilite pas aussi. Beaucoup de policiers sont partis. Et là, nous avons demandé à la police de tout faire pour mettre en place, en tout cas, un système de recrutement. Le 11 juin dernier, on a participé à la surveillance de l'épreuve de sélection de la 33e promotion. Dans le cadre du basketball, il était prévu, et je parlerai du basketball plus tard, il était prévu en 2 ans de pouvoir recruter 3 promotions. Ça permettrait d'absorber en tout cas le taux de départ qui est consommé. Mais malheureusement, compte tenu de la situation sécuritaire, on n'a pu avoir que cette 33e promo. Et Dieu sait que ça a pris du temps pour qu'on puisse organiser, les concours. La PNH a souvent des difficultés un peu structurelles. Vous savez, le plan stratégique de développement qui est arrivé à terme en 2021 n'a jamais pu être remplacé par celui de 2023-2026. Tout simplement parce que le rapport d'évaluation n'a pas été encore signé. Et ce qui avait motivé la mise en place de ce basket fund. Le basket fund, il est là pour juguler, en tout cas, cette absence de plan stratégique. Le basket fund est alimenté par la communauté internationale et géré par le PNUD. Nous, venus par le canal de la police, nous jouons le rôle en tout cas d'accompagnant avec la PNH, parce que la PNH est fortement représentée, mais nous sommes là pour faire accélérer en tout cas les procédures et les procédures pour que le plan d'équipement de la PNH soit en adéquation avec la situation sécuritaire que nous trouvons sur les lieux. Donc, le basketball, à l'heure actuelle, c'est vrai, il n'a pas totalement touché tous les actes qui ont été ciblés, mais je crois que les 70% en tout cas des procédures qui devaient permettre à l'achat des matériels l'ont été faits. Donc, nous continuons à suivre avec la PNH. Pour les élections, nous sommes présents. C'est vrai que c'est un domaine purement politique, mais la sécurisation des élections constitue un aspect fondamental pour les forces. Donc, nous avons une expertise dessus et récemment, notre expert est arrivé. Il va travailler aux côtés de la PNH pour leur permettre de renforcer les capacités en matière de conception, de contrôle et de gestion de processus électoral. Maintenant, je le disais tantôt, nous avons une petite composante pénitentiaire. Elle sert de soutien à la DAP. La DAP, c'est aussi un conseil de policiers, donc chargé de mettre en place des stratégies de pénitentiaire viables, sécurisées, humaines. Vous savez, j'ai vu que dans le programme, il est prévu une vaste place sur le judiciaire. Vous comprenez tout ce que moi que la détention préventive est une réalité en Haïti. Si je peux dire 80% au moins des prévenus sont en détention provisoire. Donc, ça, vous voyez ce que ça fait comme difficulté. Mais nous essayons avec les organisations internationales en tout cas, surtout pour les jeunes, les enfants à Saint-Nicole, de faire passer ceux qui ont vraiment dont la charge n'est pas qu'on lourd pour qu'on puisse les alléger des poursuites. Donc là, nous sommes très vigilants par rapport à ça, surtout dans le cadre du respect des droits de l'homme. Je parlais tantôt de collaboration. Voilà les 5 points où nous sommes coalisés avec la PNH. Et vous voyez en rouge, les trois positions en rouge constituent les points pour lesquels c'est des zones risquées en Haïti. Et nous, aux Nations Unies, nous avons nos propres procédures. Donc, ces zones rouges, nous pouvons y aller que si on est sécurisé
Les deux autres points verts, c'est l'administration pénale et la DGPNH. Nous y allons à tout, toujours, bien que le quartier général de la police souvent peut virer au rouge. Mais n'empêche, au jour le jour, nos personnels sont déployés et sont en contact permanent avec le correspondant de la PNH. Et là, pour les défis, ils sont de deux autres. Il est interne pour nous et il est externe pour eux. Interne parce que simplement, dans le cadre du recrutement de nos personnels, c'est pas la communauté internationale a peur d'Haïti. Beaucoup de pays sont très, très réticents à envoyer des personnels. Le policier en Haïti. Donc, c'est une bataille qu'on mène à l'interne. Le quartier général à New York en est conscient. La police division à New York en est consciente aussi. Et donc, nous sommes en train de nous battre pour avoir en tout cas les meilleurs policiers sur les domaines pour lesquels nous voulons les déployer. Donc, pour cela, nous sommes en train de travailler. Et c'est une conséquence logique pour nous de ne pas pouvoir avoir assez de femmes qui puissent être déployées et faire, comment il s'appelle, une seule émulation au sein de la PNH, parce que c'est un des mandats de renforcer en tout cas la participation des femmes au sein des forces de police haïtiennes. Donc, la colocation, j'en ai parlé tout de suite, c'est le fait de pouvoir y aller tous les jours parce que Haïti étant ce qu'il est, et avec la sécurité qui se détériore au jour le jour. Et bon, les Nations Unies, avec le système draconien de sécurité et de safety, souvent, il faut avoir des blindés pour être présent sur les lieux de travail. Et les prisons aussi. Vous savez que toutes les prisons, par exemple, sont en zone rouge. Donc, il est difficile de faire le tour des prisons et voir les conditions de détention et autres. Bon, récemment, nous avons pu, avec la PNH, conseiller pour qu'on évacue la prison de Kabaré, parce qu'elle était, depuis 2021, elle est sujette à attaque de la part des gangs, la prison pour femmes de Kabaré. Heureusement, nous sommes parvenus à la direction pénitentiaire est parvenue à les reloger à Saint-Nicole, mais ce n'est pas leur place. Ce n'est pas leur place parce que les autres prisons sont pleines. Si bien que, encore une fois, c'est encore beaucoup de mesures à prendre pour remettre en place, en tout cas, tout ce dispositif. Hein? Bon, en termes de perspective, comme je disais, nous sommes en train à la recherche de personnel qualifié. Et à l'interne, nous sommes en train de nous adapter pour le dispositif actuel, surtout pour l'expansion des gangs. Je disais tout de suite que nous suivons l'évolution. Binou est simplement représenté à Port-au-Prince. Donc, nous savons que l'Artibonite est en train d'être un foyer réel pour les gangs. Et on ne sait jamais. L'expansion pourrait aller jusqu'au nord et ailleurs. Donc, nous sommes en train, avec le renouvellement du mandat, essayer de nous projeter pour essayer de voir comment faire pour juguler ce phénomène d'évolution des gangs vers l'intérieur du pays. Nous renforçons, comme je l'ai dit tantôt, nous renforçons le personnel qualifié, surtout dans la lutte contre les gangs, pour assister la PNH à faire face à la menace. Enfin, dans le cadre du renforcement des capacités de la PNH, nous sommes en train d'explorer d'autres axes. Nous savons que le basket fund est alimenté par le Canada, les États-Unis, le Japon, par 4-5, la Norvège. Hein? Mais nous voulons apporter du sang neuf. Nous tournons, nous sommes en train d'explorer certains angles pour essayer d'avoir beaucoup plus de solidarité pour la PNH dans la lutte contre les gangs. Si bien que récemment, je ne vais pas nommer, nous sommes en train de travailler avec un pays pour renforcer surtout les capacités de protection de la PNH, dans la lutte, dans la protection individuelle des personnels qui sont engagés en ligne de front pour lutter contre les gangs. Et surtout pour la motivation de ces forces, parce qu'il faut les motiver pour qu'ils puissent continuer à donner satisfaction. Donc, sur ça, on travaille tous les jours. Nous avons fait venir un technicien spécifiquement
pour mobiliser des ressources additionnelles dans le cadre du renforcement des capacités de la PNH. J'ai suivi avec intérêt tantôt la présentation du Canada sur les 100 millions. Je voulais aussi ici remercier les autres pays, les États-Unis, le Canada, la France, le Mexique, et d'autres pays qui participent aussi sur le plan purement bilatéral avec le gouvernement haïtien au renforcement, à la formation des policiers de la PNH. Et je crois que c'était bien à partager ici. Enfin, on en a parlé, et je crois que demain aussi, ce sera à l'ordre du jour certainement. Nous sommes en train de nous projeter. Le BINU se projette sur la possibilité de déploiement d'une force internationale. Donc, il faudra qu'on développe à l'interne des mécanismes qui nous permettent de pouvoir, en tout cas, appuyer cette force internationale qui est déployée. Mais sachez que, pour finir, notre mandat est exclusivement pour le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne. Je m'en limite là si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Mboj. Alors, je vais revenir au lieutenant-général Jodel Lesage. Il y avait une petite coupure générale. L'effectif des forces armées d'Haïti, c'est 1500 hommes? Et pour reprendre mes propres termes, je vous ai dit que notre effectif approche les 1500. OK. Il y avait une petite coupure. Merci beaucoup pour la précision. Alors, commissaire divisionnaire Aurélus, je vous reviens également. La PNH, vous êtes à combien d'hommes? Bon, normalement, il y a des mouvements d'effectifs qui se font au jour le jour. Et on est en train de travailler sur la dernière mise à jour qu'on ne m'a pas communiquée. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, de ne pas communiquer de chiffres ici à présent, mais de me rendre disponible pour répondre à d'autres questions sur la sécurité. L'Académie va pouvoir recevoir la 33e promotion? Et lorsqu'on parle de 33e promotion, ça concerne l'École nationale de police. Pas l'Académie. Okay. Non, pas l'Académie, parce que l'Académie est imbriquée. Et c'est comme le local qu'on partage avec l'École nationale de police. Nous sommes à l'intérieur. Et nous formons les officiers de police à partir des inspecteurs et jusqu'au tous les cadres, bien sûr. Et lorsqu'on fait la formation de masse, tel qu'on le fait et régulièrement, ça concerne l'École nationale de police. Mais nous-mêmes, en ce qui a trait à la 8e cohorte que nous comptons, tout comme l'école de police est rentrée à l'Académie nationale de police, nous sommes en train de travailler sur comment, sur les stratégies pour voir comment et nous rendre disponibles sur le site pour pouvoir bien faire de la formation. Et notre collègue là de BINU vient de vous le montrer. Ils mettent en rouge et l'académie, eux-mêmes, ils se font escorter pour y aller. Mais nous-mêmes, nous y allons, et même quand, et ce n'est pas comme nous le souhaitons, mais nous y allons. Et ça vous donne une idée, lorsqu'on va faire venir les officiers, eh bien, on est en train de définir des stratégies pour pouvoir bien alimenter notre institution. D'accord, merci beaucoup. Alors, je dois dire que cette conférence organisée par l'Université Quisqueya me donne l'occasion comme journaliste pour la première fois d'avoir en même temps les trois composantes, je dirais, de la sécurité en Haïti, les forces armées d'Haïti, la PNH et la police des Nations Unies. Est-ce que toutes ces trois unités ont l'habitude de travailler ensemble? La question est ouverte. Non, je peux parler? Oui, tout à fait. Notre mandat, c'est pour travailler au renforcement des capacités de la PNH. Maintenant, ça, c'est le mandat originel. Comme vous savez, une planification, il faut toujours s'ajuster. En ce moment, il a été agité l'implication des forces armées haïtiennes dans la gestion de la sécurité dans le pays. À l'époque, je m'étais rapproché du DG de la police
pour vérifier est-ce que c'était acté. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu de comment il s'appelle, de réponse exacte. Mais le rapprochement n'est toujours pas officiel. avec les forces armées, nous avons participé à la formation des formateurs en matière de droits de l'homme. On participe simplement dans le cadre de la formation. Mais nous sommes preneurs pour une interopérabilité entre la police et les forces armées haïtiennes. Ça, si ça devait se faire, il faut qu'on mette en place des mécanismes et des techniques pour que cette interopérabilité entre forces puisse être une réalité. Très bien. Vous me comprenez? Tout à fait, je vous comprends. Thank you. Mais sachez que notre mandat principal, c'est avec la PNH. Tout à fait. Général Lesage, il y avait une visite du Premier ministre et à votre quartier général, enfin, pas au quartier général, mais il avait visité les Forces armées d'Haïti. Il avait annoncé une initiative pour que les Forces armées d'Haïti participent à la sécurité. Quelles ont été les suites? Bon, les suites, je suis au courant de toutes les démarches effectuées par le PM à l'étranger. Donc, nous attendons les fruits comme lui. Il est question d'équipements qui doivent arriver pour les Forces armées d'Haïti. Là aussi, vous attendez? Bon, mais les démarches concernent justement les équipements. Mais vous n'avez pas de date, il n'y a pas de calendrier. Et pas de calendrier, mais nous souhaitons le plus tôt possible. Parce que ça urge. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une question pour lui. Oui, allez-y. Mon général, est-ce qu'il est établi que vous êtes à Boutillier? Pardon? Est-ce que l'armée est en position à Boutillier? Oui, bien sûr. Oui, la question a été répondue. Alors, oui, absolument. Moi, je vais mettre fin à ce panel. Je ne sais pas si on avait des questions de l'auditoire. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider pour savoir s'il y avait des questions. Il y a des questions dans le Q&A. OK. À partir de... Alors, je vais essayer de trouver la question. C'est les trois petits points peut-être à droite et puis... Non, j'ai trouvé la question. Je regarde la question. OK, d'accord. OK. Que peuvent les Forces armées d'Haïti aujourd'hui pour établir la sécurité en Haïti? Ça, c'est pour le général Lesage. Je crois que c'est tout dit dans mon exposé. En ce qui concerne nos capacités, ce qu'il est possible de faire, j'ai tout dit. Donc, nous souhaitons justement pouvoir disposer du nécessaire pour pouvoir intervenir comme il le faut, dans l'intérêt de la population. L'autre question concerne le vetting au niveau de la PNH. ONU, vetting, PNH, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'ai dit que le processus a été lancé le 1er juin. Et avec la PNH, il faut savoir que ce n'est pas nous, les Nations Unies, qui procédons au vetting. C'est à la PNH. Nous les avons accompagnés avec le PNUD pour mettre en place, en tout cas, une structure, une section du PNH, du vetting. Nous avons identifié une équipe de 52 personnels qui devaient, sur le plan national, s'occuper du vetting avec une antenne au nord-est. Donc, à ce jour, nous sommes à la période d'identification, c'est-à-dire le général LB a signé une note de service avec les séquentiels pour les services qui ont été identifiés pour procéder en tout cas à l'identification de leur personnel. Nous avons prévu dans les 100 jours de faire une évaluation
et de voir qu'est-ce qu'il faut rectifier, qu'est-ce qu'il faut renforcer. Mais sachez que c'est de la responsabilité maintenant de la PNH de s'occuper du vetting des personnels. D'accord. Une autre question, pouvez-vous garantir que tous les éléments de gestion du basket fund seront accessibles à la société civile sur Internet? Ça concerne la transparence de ce basket fund. Non, mais le basket fund est géré, je le dis, par le PNUD. Il est administré par le PNUD. Nous sommes ici, nous sommes techniques avec... il y a un représentant, il y a un représentant de la PNH. Le général Moreau, c'est lui l'administrateur pour la PNH. Donc, je crois que rien n'empêcherait à la société civile de se rapprocher du PNUD et demander les cahiers comptables. Alors, la dernière question, c'est pour personne, mais c'est pour tout le monde. Pourquoi la communauté internationale a-t-elle peur que les forces armées d'Haïti soient efficacement rétablies en Haïti? C'est à nous tous? Bon, celui qui veut répondre, ce n'est pas une question pour quelqu'un. Moi, je suis policier. Je suis policier, je travaille à la police nationale haïtienne. Donc, je crois, c'est vrai, on parlera de menaces militaires, de menaces civiles, mais tout ce qu'on pourra faire, nous, c'est de doter de la police nationale haïtienne, et pas nous, BINU, mais nous, communauté internationale, parce que nous travaillons avec les partenaires, renforcer les capacités, leur donner en tout cas la formation et les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté de tous les Haïtiens. Merci beaucoup, M. Mboj. Général, je vais vous donner l'occasion de dire le mot de la fin. Ensuite, ce sera le commissaire Aurelius. Bon, merci bien. Alors, je reprendrai une phrase que j'ai dite là. C'est que nous existons comme institution militaire, comme force armée. Nous sommes disponibles pour le peuple haïtien. Merci beaucoup, Général. Commissaire divisionnaire Aurelius, le mot de la fin. Oui, mais merci, M. Duval. Alors, moi-même, ce que je souhaite dire, alors je l'ai déjà dit à M. Lumarc et à tant de personnes que j'ai rencontrées. Et faudrait-il bien, en Haïti, qu'on parle de la sécurité comme étant une coproduction? Et certes, la PNH est motivée, le dévouement, et on fait des sacrifices pour sécuriser. Et cependant, toutes les composantes que j'ai citées dans ma présentation sont censées travailler, et ceci en synergie, pour pouvoir bien apporter de la sécurité au pays. Et généralement, lorsqu'on fait des interventions, on ne parle que de la police, de l'armée. Mais la sécurité va au-delà de tout ça. Et pour pouvoir bien y arriver, faudrait-il bien qu'il y ait cette synergie et cette communion. Et comme je l'ai dit tantôt, et la sécurité, c'est l'affaire des habitants de la ville, et surtout une coopération, un mariage sans divorce, et avec des difficultés entre la police et la population. C'est ce qui apportera un second souffle, et c'est ce dont nous avons besoin pour sécuriser le pays, et nous n'avons pas d'autre pays, donc nous devrions le faire. Merci de cette opportunité, et je souhaitais bien qu'il y ait beaucoup plus d'événements du genre où beaucoup de gens avisés pourront trouver un endroit pour discuter, échanger sur la sécurité, l'insécurité, et probablement un document devra sortir et l'implémentation de ce qui est sorti devrait se faire éventuellement à un certain niveau et pour que ça puisse marcher. Merci encore, M. Duval. Merci à tous et à toutes de nous avoir donné cette opportunité de participer à cet événement. Merci beaucoup. Monsieur Mboj, je vous donne le mot de la fin. Je vous remercie encore d'avoir sacrifié votre journée de fête et de congé pour être avec nous. Merci encore et je vous donne le mot de la fin avant de dire au revoir à tout le monde. C'est moi qui vous remercie. En fait,
c'est juste pour renforcer ce que M. Aurélie vient de dire. C'est la dimension communautaire de la recherche de solutions pour la sécurité en Haïti, la paix et la sécurité en Haïti. Ça ne pourra, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Donc, je remercie en tout cas les organisateurs de ce forum, hein, parce que chacun est en train de s'activer pour que la paix revienne. Et même dans le cas de la gestion de la sécurité. Boakele est une réponse communautaire, mais ce n'est pas la bonne. Il faut le dire. Il faut le dire. La police haïtienne a compris que la dimension communautaire est la bonne. Malheureusement, il n'a pas les moyens, tant sur le plan de la formation que sur le plan de la logistique. Il faudra qu'on l'aide en ce sens. Alors, ils ont initié quelque chose. Edipol est en train de faire de bons résultats. Il faut l'être. Edipol n'est qu'une, comment il s'appelle, n'est qu'un élément dans le vaste chantier de la police communautaire. Beaucoup de forums se tiennent. Et il y a eu, en tout cas, beaucoup de participation, beaucoup de voix s'élèvent. C'est comme ça, ensemble, qu'on pourra trouver en tout cas, la solution. Je vous remercie encore une fois, M. Duval, et je vous promets une visite quand vous serez de retour. On vous attend aux nouvelles listes. Monsieur le recteur, Merci. je vous passe la parole. Merci encore de nous avoir invités. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Je vous passe la parole, M. Lumarque. Bon, d'abord, merci aux panélistes, hein, le commandant, le chef de M. Rélus et puis M. Samba. Merci à vous, Franz, pour cette belle animation. Ce n'est pas moi qui anime la session. Je vous passe la parole à Clifford. Merci, recteur. Merci, M. Duval. Vous avez d'entrée de jeu posé sur la table 2 questions qui, selon moi, habitent les pensées aujourd'hui ici en Haïti. D'abord sur la capacité ou alors / incapacité de nos forces de sécurité et quoi faire pour les mettre en capacité. Et je pense que les intervenants ont essayé de répondre à ces questions-là de façon honnête et pas forcément rassurante. Et effectivement, il y a ces questions traduisent, les réponses traduisent une volonté de bien faire, mais tout de suite mise en veilleuse par un manque de moyens, par un aveu d'impuissance. Donc, la question de quoi faire pour rendre nos forces de sécurité en capacité est cruciale et demeure. Et j'espère que le panel va pouvoir contribuer, la conférence, à y répondre. Alors, félicitations aux panélistes de ce 5e panel. Et j'en profite pour féliciter tous les panélistes, tous les autres, les modérateurs. Je crois que les sujets ont été très pertinents et leur traitement tout autant. Donc, félicitations. Je vous remercie tous et toutes, encore une fois, et je vous dis à demain, 8h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon travail. Bien,